Les pilotes de la compagnie allemande Lufthansa ont débuté ce mardi un mouvement de grève. Il s'agit du 4e depuis la fin du mois d'août. En Côte d'Ivoire, des récoltes records sont annoncées dans les secteurs du cacao et de la noix de cajou. Une bonne nouvelle pour ce pays où le secteur agricole représente 22% du PIB. Toute l'actualité sur le continent africain, c'est à travers la revue africaine à vous proposer par la rédaction de SICA. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous préférer pour vous informer. Nous ouvrons cette édition par une information en bref. Les pilotes de la compagnie allemande Lufthansa ont débuté mardi un mouvement de grève, le 4e depuis fin août sur fond de conflit concernant les fins de carrière. Au total, 25 vols long courrier au départ de Francfort sur 57 ont été annulés en raison de cette grève et presque autant qui devaient revenir à Francfort. La compagnie avait expliqué lundi avoir fait appel à des personnels volontaires pour pouvoir opérer tout de même 32 liaisons au départ de son hub. Depuis l'échec fin août des discussions entre direction et syndicats sur les conditions de départ en pré-retraite, Cockpit a déjà organisé 3 grèves de plusieurs heures. Il faut dire que l'arrêt de travail de ce mardi intervient au moment où les pilotes d'Air France viennent tout juste de mettre fin à une grève de 14 jours liée au projet de la direction de développer la filiale à Bakou Transavia France. Direction la Côte d'Ivoire où les récoltes records sont annoncées dans les secteurs du cacao et de la noix de cajou, dont le pays est respectivement premier et deuxième producteur mondial. Une bonne nouvelle pour ce pays où le secteur agricole représente 22% du PIB, plus de 50% des recettes d'exportation et surtout les 2/3 des sources d'emploi et de revenus de la population. Le secteur du cacao en plein essor en Côte d'Ivoire, confortant ainsi le pays dans sa position de premier producteur mondial. Au mois de juin, 1,57 million de tonnes de cacao ont été produites, ce qui surpasse de loin le record historique de 2010-2011 qui était de 1,51 million de tonnes. Des chiffres que la campagne de septembre promet de surclasser avec une prévision de 1,7 à 1,8 million de tonnes. Le satisfecit est le même dans le secteur de l'anacarde ou noix de cajou, dont la Côte d'Ivoire est le deuxième producteur mondial. Les 550 000 tonnes récoltées cette année constituent un autre record qui motive les autorités ivoiriennes à se fixer de nouveaux objectifs, à savoir dépasser dans les 5 ans l'Inde, premier producteur mondial. En attendant d'y parvenir, la Côte d'Ivoire peut se réjouir d'avoir égalé cette année ses meilleures récoltes de coton avec 400 000 tonnes, soit le double d'il y a 5 ans. Seul bémol, le café qui progresse moins vite, 100 à 120 000 tonnes, soit 4 fois moins que les récoltes de la fin des années 1990. Pour les spécialistes, tous ces chiffres traduisent l'impact direct de la politique agricole ivoirienne qui vise à moderniser l'agriculture nationale, à la rendre plus compétitive en donnant plus de revenus aux paysans. Rencontre lundi entre les présidents guinéens et français à l'Élysée. Au menu, l'épidémie d'Ebola et les moyens de la combattre. Alpha Condé peut être sûr d'avoir la solidarité totale de la France. Alpha Condé, président guinéen, a été reçu lundi à l'Élysée par François Hollande. Ce dernier l'a rassuré de la solidarité totale de la France dans la lutte contre l'épidémie de fièvre Ebola. Souhaitant que la mobilisation internationale s'intensifie contre ce fléau, le président français a annoncé de nouvelles mesures, dont l'installation prochaine d'un nouveau centre de traitement en Guinée forestière. J'ai décidé, c'était lors de la conférence de presse que j'ai faite, que nous installerions un hôpital de campagne, c'est-à-dire un 3e centre de traitement en Guinée forestière, c'est-à-dire là où est concentré le virus et donc l'épidémie. Il y aura 25 médecins français qui vont aller travailler en Guinée pour consolider aussi son système de santé. Les pays qui sont concernés ne doivent pas être isolés, doivent rester ouverts. Et c'est la raison pour laquelle la ligne Air France continue de fonctionner et nous ne voulons surtout pas que le pays puisse être isolé, car son économie doit travailler
et ce serait finalement le pire service que nous rendrions à la Guinée que de la confiner. Le président de Guinée, l'un des pays les plus touchés avec 700 morts enregistrés, reste confiant que c'est une situation qui connaîtra son épilogue. Il n'a non plus omis de mentionner le danger que représente la faiblesse des systèmes sanitaires. L'Ebola est une maladie grave, mais ce n'est pas une fatalité. On peut guérir de l'Ebola. Plus tôt vous êtes pris, plus vite vous pouvez guérir. Ensuite, nous devons renforcer notre système de santé pour qu'à l'avenir, pour n'importe quelle épidémie, nous puissions faire face nous-mêmes, malgré le danger. Et deuxièmement, toute l'aide que la France nous a apportée, notamment en maintenant les vols d'Air France entièrement. La France a consacré 35 millions d'euros pour la lutte contre cette épidémie en Guinée. Lundi, Hollande avait déjà évoqué la lutte contre l'épidémie de fièvre Ebola en recevant son homologue mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, président en exercice de l'Union africaine. Dans tout un autre registre, à présent, des dizaines de milliers de manifestants pro-démocratie déterminés ont transformé le centre de Hong Kong lundi soir en une grande fête de rue après une nouvelle journée de confrontation avec la police qui a paralysé la ville autonome sous tutelle chinoise. Ce mardi, le chef de l'exécutif a appelé le mouvement pro-démocratie à mettre fin aux manifestations qui perturbent depuis 3 jours le fonctionnement du centre financier de la ville chinoise. Il faut noter que tout ceci se déroule à la veille de la célébration de la fête nationale. Les détails dans cet élément. Les militants pro-démocratie sont toujours déterminés à Hong Kong à la veille de la fête nationale. À la nuit tombée lundi, les milliers de protestataires qui bloquaient l'une des grandes voies principales ont allumé leur téléphone portable, créant une atmosphère festive et lumineuse dans le quartier d'affaires d'Admiralty. Mais après les affrontements du week-end, les manifestants restaient vigilants et mobilisés malgré l'ambiance musicale. Ce soir, nous avons prévu de rester toute la nuit parce que demain, j'ai de la chance, je ne travaille pas. Donc peut-être que demain, pendant la journée, je vais rentrer me reposer et je reviendrai demain soir. J'ai regardé les informations et j'ai vu les gaz lacrymogènes. Alors j'ai pensé que la police était allée trop loin. C'est pourquoi j'essaie d'aider en apportant mon soutien. Je veux faire des sacrifices, faire un sacrifice pour Hong Kong, en quelque sorte. Parce que je pense que tout le monde devrait le faire. Non, pas devrait, on doit le faire. Nous devons faire quelque chose pour construire un Hong Kong meilleur. Alors oui, je resterai ici jusqu'à ce que la police m'emmène. Les quartiers envahis pour la deuxième nuit consécutive par les manifestants étaient inhabituellement calmes mardi matin et de grandes artères routières, d'ordinaire congestionnées, étaient presque désertes, abandonnées aux cyclistes et aux piétons. Les employés gagnaient à pied leur lieu de travail sous un soleil de plomb ou prenaient d'assaut les taxis alors que la circulation des bus, des tramways et du métro restait très perturbée. Le chef de l'exécutif hongkongais a appelé mardi le mouvement pro-démocratie Occupy Central à mettre immédiatement fin aux manifestations qui perturbent depuis 3 jours le fonctionnement du centre financier de la ville chinoise. Les fondateurs d'Occupy Central ont dit à plusieurs reprises que si le mouvement devenait incontrôlable, ils appelleraient à y mettre un terme. Je leur demande maintenant de respecter leur engagement et de mettre immédiatement fin à leur campagne. Les militants pro-démocratie jurent d'occuper le cœur de la ville tant que Pékin ne leur accordera pas les réformes politiques promises après la rétrocession à la Chine de l'ancienne colonie britannique en 1997. Autre destination dans cette édition, les allégations d'achat de votes et d'intimidation des électeurs n'ont rien de nouveau en Bulgarie. Et tout indique que la campagne pour les législatives anticipées de dimanche ne fera pas exception à la règle. Reportage. Les dernières élections européennes dans cette ville minière bulgare ont eu toute l'attention des médias. Et pour cause, dans ces mines, les contremaîtres ont indiqué aux ouvriers pour qui voter pour ne pas perdre leur emploi. Une scène filmée en caméra cachée mais qui n'a débouché sur aucune condamnation. Et l'histoire semble se répéter ces derniers jours.
C'est toujours comme ça au moment des élections. Moi, je ne voterai pour de l'argent que s'ils m'en donnaient beaucoup. Pas pour 20 levas, c'est honteux. Qu'est-ce que je peux acheter pour 20 levas? J'ai 4 enfants. Dans la mine où travaillent 2500 personnes, les affiches ne vendent qu'un seul parti, une nouvelle formation populiste proche du Mania qui appartient à la mine. L'achat des voix accourt également parmi les Roms, souvent sans emploi dans un pays qui est le plus pauvre de l'Union européenne. Si on me propose l'argent, je le prendrai, pourquoi pas. Mais jusqu'à maintenant, personne ne m'a proposé cet argent. 50 levas, c'est 50 levas. Qui ne prendrait pas 50 levas aujourd'hui, alors que la situation est tellement difficile? D'après les données du ministère de l'Intérieur, les gens sont aussi corrompus avec de la nourriture, des boissons, des coupons de pain ou du bois de chauffe. Le chantage est également répandu. Ceux qui vendent leur voix ne le font pas pour le plaisir. Ils sont plus ou moins au pied du mur. Le gouvernement essaie de surveiller préventivement près d'1 millier de suspects d'achat de vote. Les partis politiques sont également obligés d'apposer sur toutes leurs affiches et prospectus la mention « l'achat et la vente de vote sont illégaux ». Mais dans un pays où la corruption est endémique, l'impact de ces mesures est incertain. Place à présent à la revue de presse africaine. Toute l'actualité en Afrique, la une des tabloïds africains, c'est à travers la revue proposée par la rédaction de Sika. L'actualité africaine de ce mardi vue par les journaux sur la toile et les sites d'information fait la part belle aux informations à connotation judiciaire. Au Burundi, 27 avril Info nous apprend qu'après 4 mois passés derrière les barreaux, Pierre Claver Mbonimpa est depuis hier en liberté provisoire. Sa libération, souligne les voix du Burundi, est consécutive à une contre-expertise médicale ayant confirmé à quel point le plus célèbre défenseur des droits de l'homme au Burundi était mal en point. En République démocratique du Congo, l'heure n'est pas à la remise en liberté provisoire de l'ex-député Diomi Ndongala, révèle le site d'information Nzuba Info. Condamné à 10 ans de prison ferme pour viol sur mineur en mars dernier, l'ex-député de l'opposition a décidé de porter plainte auprès du Comité des droits de l'homme des Nations Unies à Genève pour violation de ses droits à la défense. Toujours en RDC, l'Observateur rapporte que c'est demain, 1er octobre, que s'ouvre le procès au sujet de l'assassinat du colonel Mamadou Ndala. Un procès très attendu. Au Cameroun, ce sont les avocats de Lydienne et Youm qui ne peuvent plus attendre de voir ainsi consommer la condamnation à 25 ans de prison ferme de leur cliente accusée de détournement de plus d'1 milliard de francs CFA. Ils ont alors saisi la Cour suprême pour tenter d'abroger cette lourde peine. En Côte d'Ivoire, constate Abidjanet, les va-et-vient incessants dans les couloirs de la justice ne viennent que de commencer pour Blé Goudé. Il serait reconnu responsable de certains des pires crimes commis au temps fort de la crise ivoirienne. Libération qui s'intéresse au sujet affiche à sa une que l'Ivoirien Blé Goudé est accusé de meurtre et viol devant la Cour pénale internationale. A aussi fort à faire avec la justice, le président de l'Assemblée nationale du Niger, Ama Amadou, impliqué dans une affaire de trafic présumé de bébés pour laquelle l'une de ses épouses cropille depuis quelques mois en prison aux côtés d'une vingtaine d'autres personnes. News à Niamey écrit qu'un mandat d'arrêt est lancé contre lui. Le quotidien burkinabé, Le Pays, constate qu'avec ce mandat, c'est l'étau qui se resserre autour de Ama Amadou. Et c'est peut-être bien le cas de 2 maires béninois. 24 heures au Bénin écrit « Pour tricherie foncière, les maires de Sakété et d'Adjawéré écoutés et gardés à vue ». Le quotidien béninois Adinakou confirme et mentionne que c'est une compagnie de gendarmerie qui a privé les concernés de leur liberté. Finissons cette revue par un détour en Afrique du Sud. Afrique.com note qu'à peine ouverte, la mosquée pour homosexuels ferme ses portes. Safi News, qui fait le même constat, rapporte que le lieu de culte controversé a dû fermer ses portes sur injonction de la municipalité, simplement pour non mise à disposition d'un espace de stationnement à ses abords. Et ce sera tout pour la revue du jour. Merci de l'avoir suivi. Ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur Sika TV.